Aujourd'hui, pour les rencontres de l'emploi, on va aussi soulever la question de former autrement. Alors, de recruter autrement, pardon, lapsus révélateur. Donc, peut-être recruter quelqu'un qui va être à former, peut-être former quelqu'un pour le recruter, ça dépend comment on voit les choses. Donc, 4 choses vont être abordées: l'apprentissage, la formation secrétaire de mairie, les contrats PEC et le service civique. On démarre tout de suite avec l'apprentissage. Quelle sera la cible? C'est vraiment pour des personnes de 16 à 30 ans ou plus si la personne a une reconnaissance de travailleur handicapé. Vous verrez, en fonction des différents, outils de recrutement et de formation que je vais vous présenter que, bien souvent le seuil est relevé, voire, devient inexistant pour des personnes en situation de handicap. Donc là, 16 à 30 ans ou sans limite d'âge pour un travailleur handicapé. Il s'agit d'une formation professionnalisante et diplômante. L'apprentissage a cette particularité d'apporter à l'issue un diplôme à l'agent ou au candidat, en tout cas participant. Ça va se passer en centre de formation pour apprentis, donc les CFA. C'est pas forcément ce qu'on pense, voilà, Roville ou Arches. Non, CFA, c'est aussi des locaux qui sont mis à disposition par les lycées professionnels pour justement ces formations professionnalisantes. Donc par exemple, pour, le bac pro assistant de gestion des organisations qui vient d'être lancé, en commun, hein, avec le centre de gestion des Vosges, qui est une vraie innovation, celui-ci, il se situe à Viviani, au lycée, Viviani à Épinal. Donc il est précisé ici que vous aurez plus d'informations sur l'apprentissage lors des rencontres de l'apprentissage le 23 mars 2021, mais on vous donne quand même un petit avant-goût et puis, une paire d'informations pour que vous puissiez, déjà vous orienter sur: «Est-ce que ça peut convenir à ma collectivité et à mon besoin potentiel ou pas?» Alors, auprès de qui prendre les informations? Le centre de gestion en a une partie, mais il faut aussi se rapprocher des CFA, donc les lycées professionnels compris, entre mars et avril. L'idée, c'est de se dire au printemps: «Est-ce que j'aurai un besoin de recrutement à la rentrée et est-ce que c'est compatible avec comment dire? Le recrutement d'un jeune ou d'un adulte qui va, faire une rentrée en septembre?» Ça fait une projection quand même à 6 mois, ça peut sembler long, mais à la fois, voilà, quand on a la possibilité de se poser la question, c'est la période pour le faire. Alors, au niveau du comment, le cadre administratif, c'est un contrat de travail à durée, limitée. Ça va de 6 mois à 3 ans. C'est en fonction du diplôme visé et de ce que propose l'organisme de formation. Je vous mets un petit détail, au niveau de la cotisation, ce sera Ircantec, et précision, il y a une exonération importante de cotisations sociales. Mais vraiment, c'est pas importante, c'est plutôt, massif. Alors pourquoi l'apprentissage? Il y a plusieurs intérêts à ça. D'abord, former à ses besoins et usages, à ses cultures de collectivité. Clairement, quand vous allez recruter une personne que vous allez former en interne sur un dispositif de formation, hein, pas simplement un agent que vous allez faire monter en compétence avec 2-3 modules, mais vraiment là quelque chose, un travail de fond. L'intérêt, il est de modeler un peu les pratiques et les usages de la personne à ce que vous pratiquez déjà et à vos besoins. Donc, on va vraiment adapter un profil à ses besoins. On va donner sa chance bien sûr à de nouvelles personnes, à des candidats et puis on participe au renouvellement de la vague de départ en retraite des baby boomers. Ça, il y a ça va revenir dans toutes les, comment dire? Dans les 4 outils présentés, donc j'y reviendrai pas forcément après. On est en pleine vague de départ en retraite, de tous ces baby boomers. Ça va durer jusque 2025, probablement au-delà. Le centre de gestion est assez actif pour, voilà, participer à ce renouvellement du vivier. D'autres organismes le sont également et clairement, pas mal de collectivités sont déjà investies dans cette, mouvance-là. On va aussi, en formant quelqu'un en interne, on va aussi, devoir mobiliser une personne et le définir comme personne ressource. Par exemple, pour l'apprentissage, ce sera un maître d'apprentissage. Alors ici, il s'agit de, hem, valoriser ce maître d'apprentissage. C'est-à-dire que cette personne, en le positionnant comme maître d'apprentissage, on reconnaît ses connaissances, ses compétences et on l'invite à les transmettre dans des bonnes conditions. Par exemple, pour le bac pro, assistant de gestion dont je vous parlais à Viviani, on est sur un diplôme sur 18 mois.
une formation en 18 mois. Donc en 18 mois, pour un tuilage, pour préparer par exemple un départ en retraite, c'est voilà, c'est idéal quoi, hein. Quelqu'un qui aurait fait, sa carrière dans la fonction publique et les 10 dernières années dans la collectivité, c'est pas en 15 jours qu'il va pouvoir, transmettre, hem, ce qu'il a acquis. Ouais, si j'ai mis un petit détail, la valorisation, de l'investissement du maître d'apprentissage, ça peut être éligible à NBI. Bon, voilà. La rémunération des apprentis fonction publique territoriale. Alors par souci de voilà, de précision pour pas faire d'erreur, je vous ai mis vraiment, la capture d'écran, du site service public qui est toujours un site de référence, qui est très à jour. Alors faites très attention au niveau des différents sites sur le thème de l'apprentissage. Il y a eu la réforme de l'apprentissage qui est passée, l'année dernière, l'année d'avant et on se retrouve avec beaucoup de sites qui ne sont pas à jour. Clairement, même les sites de référence de l'apprentissage n'étaient encore pas à jour il y a quelques semaines. Donc, prenez bien garde à ça, ces informations sont correctes. Donc on peut retenir qu'au-delà de 26 ans, c'est 100 du SMIC. En dessous de 26 ans, ça va être dégressif en fonction de l'âge de la personne. Vous voyez, pam pam, de 16 à 17 ans, 27 du SMIC pour la première année de formation, par exemple. Lorsque l'on recrute, une personne en situation de handicap, en tant qu'apprenti. Bon, ça c'est une parenthèse que je fais au niveau du FIP à ce moment-là, parce que c'est très souvent, en apprentissage, qu'on a ce genre de montage de dossier, mais pas que. Donc pour tout agent, qui va intégrer la fonction publique territoriale ou qui y est déjà dedans, heu, si vous avez des questions sur l'adaptation du poste de travail, sur la situation, globale, vous pouvez contacter l'ergonome du centre de gestion qui va vous aider dans un montage du dossier, et dans des préconisations. Enfin voilà, c'est vraiment au cas par cas. Ce qui est bon de savoir, c'est que, le plafond d'aide au niveau financier par collectivité, il est de 40 000 € par an et donc par collectivité, hein. Ça, c'est nouveau, ça fait seulement un an que c'est en place, précédemment, on n'avait pas cette particularité-là. Pour un apprenti qui serait, recruté et qui serait, avec une reconnaissance travailleur handicapé, on aurait la possibilité de faire prendre en charge jusqu'à 80 du salaire chargé de l'apprenti. Je vous ai mis cette enveloppe-là, cette, aide-là, mais c'est loin d'être la seule. Le catalogue d'aide, du FIP, il fait, au moins 40 pages, donc voilà, il y a pas mal de choses à mobiliser. Il y a beaucoup de solutions, donc il faut vraiment pas hésiter à contacter les personnes de référence en la matière, à savoir à l'heure actuelle Yannick Grasser-Chambre, donc responsable du pôle santé sécurité au travail, le et puis prochainement l'ergonome, du centre de gestion. Alors, là, je vous ai mis une petite illustration du coût pédagogique de l'apprentissage. Ça va dépendre en fonction, de la formation visée, du niveau de technicité, de la durée, du nombre d'heures. Voilà, en tout cas, pour, par exemple, le bac pro assistant de gestion des organisations qui nous a concernés récemment, là, c'est l'occasion de faire un focus dessus, et de le prendre en illustration. Voilà, ça nous fait un cas concret. Le coût global du coût pédagogique, il était à 9 000 €. On a depuis l'année dernière l'engagement du CNFPT avec une prise en charge à 50 de ces coûts pédagogiques. Donc là, on tombe à 4 500 € et sur une période limitée bien sûr, mais pour tout contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, donc on est encore dans les clous pendant quand même, 1 mois, vous avez une aide exceptionnelle de 3 000 € qui est versée par l'État. Là, c'est une situation, à un instant T, j'en ai conscience. Par contre, ça montre aussi que dans d'autres circonstances, on pourrait aussi trouver d'autres enveloppes probablement. Pour pour cette formation, un reste à charge de 1 500 €. Alors, on passe à la formation secrétaire de mairie. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat là, à droite, et puis vous n'hésitez pas même à faire un mail à l'issue si la question vous vient plus tard. Donc pour l'apprentissage, on est bon. La formation secrétaire de mairie. Qui vont être les profils visés? Ce seront des demandeurs d'emploi nécessairement, parce que c'est une formation qui, est financée par Pôle emploi. Ce sont des personnes avec une maîtrise de l'outil informatique, avec un bon rédactionnel et un bon relationnel.
Clairement, secrétaire de mairie, vous le savez aussi bien que moi, si elle ne maîtrise pas, l'ordinateur, ces outils-là, les mails, les logiciels métiers, ça va être compliqué, quoi, hein. Pareil au niveau du rédactionnel, ça va pas être facile. Le relationnel, que ce soit élu, que ce soit, administré, que ce soit collègue ou infrastructure, enfin il y a pas mal à faire. Cette formation, elle n'est plus diplômante, mais elle est qualifiante, hein. À l'inverse de l'apprentissage, on n'a pas de diplôme à la sortie. Par contre, on a une qualification avec, des attestations de formation du CNFPT. Puisque effectivement l'organisme de formation, c'est le CNFPT. Donc la formation, elle va être du 29 mars au 30 juin pour cette année. Elle est reconduite, donc on est en campagne de recrutement déjà maintenant. Comment dire? Ça va s'articuler, sur ces 3 mois avec 20 jours au CNFPT qui vont être, hem, disséminés, sous forme d'alternance au milieu de 46 journées de stage, donc non rémunérées en mairie. Le cadre, voilà, au niveau administratif, le candidat, il est stagiaire de la formation professionnelle et donc il ne coûte rien à la collectivité. Par contre, il nécessite qu'une tutrice ou un tuteur soit défini pour servir de personne ressource. Cette formation, les personnes qui intègrent la formation, pardon, les 14 personnes qui vont intégrer cette formation vont être le fruit d'une présélection importante, opérée par le CDG et le CNFPT. Donc on va avoir des grosses réunions d'information pour bien leur dépeindre le métier dans tous ses aspects. On va avoir des tests dématérialisés, tests informatiques dématérialisés. On aura des entretiens de présélection et puis dernière étape, l'entretien de sélection pour être retenu comme stagiaire au sein d'une mairie. Ça se cadre avec une convention de stage CDG et une convention de financement Pôle emploi. Je vous l'ai dit, c'est Pôle emploi qui finance de façon individuelle chaque personne intégrant cette formation. Alors, pourquoi la formation secrétaire de mairie? Je vais quand même sauter un peu vite. Juste, pour ce qui est des tuteurs et des tutrices, je vous l'ai dit, on est en pleine campagne de recrutement, donc des candidats, mais aussi des tuteurs et des tutrices. Donc, si vous êtes, une, commune, avec un intérêt à transmettre, que vous n'êtes pas forcément énorme, pour rien vous cacher, on va quand même être à moins de 2000 habitants. N'hésitez pas à contacter le centre de gestion, compétences et territoires ou moi directement, ce sera avec grand plaisir. Alors pourquoi la formation secrétaire de mairie? Essentiellement pour le renouvellement du vivier. Je vous parlais tout à l'heure de cette vague de départ en retraite. Très clairement, le dernier bilan social a fait apparaître que 50% des agents administratifs des collectivités territoriales vosgiennes ont plus de 50 ans. Donc c'est assez marqué. Ça l'est encore plus au niveau des secrétaires de mairie. On a eu beaucoup de départs en retraite dans les dernières années, on en a encore beaucoup à prévoir et tout ça, c'est des personnes qu'il va falloir remplacer. À l'heure actuelle, si admettons que 3 viennent à partir là maintenant, je ne sais pas comment on les remplace. On aurait la ressource, mais là c'est compliqué quand même. Donc préparer un départ en retraite en interne, ça c'est une très bonne solution. Anticiper une absence également, c'est un module qui a pas mal servi pour anticiper un congé parental ou ce genre de choses. Offrir de la souplesse à ses RH aussi parce que c'est un renfort, c'est une personne qui va devoir mettre en place par exemple des projets pour concrétiser ses apprentissages. Donc c'est tout à fait pertinent. Et puis le fait de devoir transmettre ses compétences en tant que tuteur ou tutrice, ça nous force aussi à les sécuriser avant de les transmettre. Donc là, il y a quand même un intérêt, de revenir sur ce qu'on sait, de revérifier ses acquis et donc d'évoluer encore une fois. Alors, nouvel outil dans ma présentation, je pense que concrètement, c'est quelque chose, que vous avez déjà rencontré, donc le parcours emploi compétences. Ce sont les fameux, contrats PEC ou contrat emploi compétences, CEC. C'est ce qui a remplacé le CAE, donc les anciens emplois aidés. Concrètement, le CERFA, c'est toujours une base de CUI, donc le fondamental du cadre administratif, il n'est pas très différent. On va cibler des personnes sans emploi qui ont des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Au niveau du cadre
global d'accès, il n'y a pas de limite d'âge. Après, on verra dans la slide suivante que il y a 2 publics visés, un public jeune avec une limite d'âge et un public tout public, voilà, où là il n'y a pas de limite d'âge. Le contrat, il va être tripartite, donc entre la personne qui en bénéficie, entre la collectivité et entre le prescripteur. C'est la particularité de ce type de contrat. On a nécessitement oui, l'intervention d'un prescripteur. Donc, par exemple, Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales ou les coachs en insertion du département. Ce sont les seuls à pouvoir définir individuellement la possibilité d'un candidat d'accéder ou de bénéficier de ce type de contrat et du montant de la participation de l'ASP. Si vous êtes intéressé par ce type de dispositif, faites bien attention à l'arrêté que vous prenez en référence. Des arrêtés sur les PEC, il y en a tous les 6 mois, parfois ça tombe encore plus vite. Il faut bien prendre l'arrêté du 15 octobre. On est en tout début d'année, donc on n'est pas à l'abri qu'il y en ait encore un qui tombe. En tout cas, ça, faut faire assez attention. Même la dernière fois sur le site de la Directe, l'arrêté est tombé au bout de 10 jours, quoi. Donc, ouais, être assez attentif. Les personnes qui seront le plus au fait de ça, c'est les conseillers entreprises de Pôle emploi. Donc, qui sont aussi des conseillers collectivités, hein, au niveau de la collectivité, donc, il faut que cette personne en contrat PEC soit placée auprès d'une tutrice ou d'un tuteur qualifié et volontaire. Alors ça, c'est fondamental, hein. Pardon, mais on trouve encore trop de personnes qui partent, qu'on positionne en formation avec un agent où on se dit bah c'est bien, lui il sait, ça va bien marcher. Oui, sauf qu'on n'a pas pris le temps de recueillir son consentement en amont, quoi. Et par consentement, je veux dire que clairement, il faut qu'il soit presque volontaire et qu'il ait vraiment envie de le faire. Si on parachute comme ça un agent junior avec un agent expérimenté sans avoir recueilli le consentement avant, voilà, c'est compliqué à rattraper, quoi, au niveau relationnel entre les deux. Ce type de contrat est renouvelable sous condition. Voilà les 2 publics dont je vous parlais. On a donc d'un côté le contrat tout public, donc qui va concerner les plus de 25 ans ou les plus de 31 ans pour les travailleurs handicapés. Vous l'aurez compris, les contrats jeunes, ce sera moins de 25 ans ou moins de 31 ans pour les travailleurs handicapés. C'est précisé juste après. Autre précision, je ne vous l'ai pas dit en ouverture, c'est un tort de ma part. Ce PowerPoint, il sera disponible sur le site à l'issue des présentations. Voilà, ce sera relayé, donc c'est pour ça qu'il est très complet, qu'il y a beaucoup d'informations dedans. Je suis vraiment désolée de ne pas vous l'avoir précisé avant. C'est aussi pour vous servir un petit peu de base de référence. Peut-être que dans 2 mois, vous vous direz, tiens, elle m'avait parlé d'un truc, c'était bien. Je vais aller regarder ce que c'est et puis là, je fais trop vite. Donc, donc voilà, ce sera peut-être à conserver quelque temps. Le contrat tout public, il est de 6 à 10 mois pour les classiques, il va jusqu'à 12 mois pour les bénéficiaires du RSA, et puis la particularité, il est aussi avisé pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine, donc là c'est 3 à 6 mois, c'est beaucoup plus court. L'aide financière, comme pour les CUI-CAE, elle provient de l'ASP, elle est apportée sur une base de 20 heures hebdomadaires, et c'est rémunéré au salaire minimum du SMIC. Enfin, l'aide, elle est calculée sur le salaire minimum du SMIC. Après, vous pouvez rémunérer plus. Donc, si on part sur une participation tout public de base, 40%, faut que j'arrête de cliquer, voilà, 40%, et ben ce sera, même si vous avez un contrat de 35 heures, l'aide, elle sera toujours sur 40% d'un 20 heures au SMIC, même si vous avez un 35 heures à plus du SMIC. Si l'employeur s'engage par écrit sur diverses actions de formation, d'accompagnement ou par exemple de titularisation à l'issue, on peut bénéficier de 45% d'aide. Et enfin, pour les bénéficiaires du RSA, là on passe directement à 60% d'aide. Donc c'est un outil qui a vraiment vocation à aider massivement les personnes bénéficiaires du RSA et les jeunes. Ça, c'est le grand nouveau de du dernier arrêté, c'est une participation massive de l'État sur le public jeune. Donc, si la personne a de 16 à 25 ans
ou jusqu'à 30 ans. Là, on peut passer à 65% d'aide, donc c'est quand même assez énorme. On remarque aussi que la durée du CDD est plus courte. Là, on est de 6 à 11 mois ou directement un CDI. Donc, on vous motive un petit peu à aller vers des publics jeunes et à les embaucher assez vite, quoi. Alors, pourquoi le contrat emploi compétences? Il y a pas mal d'intérêts à ce type de contrat. Je vais en souligner certains. Le premier, pour moi, c'est augmenter la quotité horaire d'un poste et pour permettre vraiment une transmission dans de bonnes conditions. Je veux dire par là que, admettons pour illustrer, vous avez votre agent qui est là depuis 10 ans, qui est super, mais qui doit partir en retraite. Elle est là sur un 20 heures hebdomadaire. C'est un poste permanent, vous savez que vous aurez du mal à aller au-delà de ce nombre d'heures, vous avez vraiment besoin d'un tuilage, ça va être compliqué. Bah, là, vous pouvez prendre, une personne en PEC, donc pour faire un tuilage quoi, pour, qu'il y ait une transmission. Le fait d'avoir cette aide, ça va vous permettre d'avoir une personne de plus et ça va permettre à cette fameuse personne, bah, de trouver un travail. Ça va permettre à la personne qui s'en va de transmettre correctement. Donc c'est vraiment important. L'aide du PEC, elle est là pour absorber le temps de formation. Ouais, j'ai oublié donc un détail assez fondamental qui doit être, par là, voilà. C'est nécessairement assorti d'un plan d'action de formation. Ça, il ne peut pas en être autrement et c'est là aussi un intérêt, majeur du PEC, c'est que dès le, dès le 1er, enfin dès la signature du contrat, avec le contrat, vous avez une annexe qui est le plan de formation. Ça veut dire que vous, collectivité, vous vous engagez à mettre à disposition ou à mettre en œuvre pour que la personne puisse être formée sur les items que vous aurez mentionnés. Pôle emploi va assurer ce suivi ou le prescripteur que vous aurez choisi, mais le candidat, lui aussi, il s'engage sur ces actions-là. Et vous aurez un suivi de la part des prescripteurs. Donc vous aurez un rendez-vous peut-être de définition du besoin, vous avez un rendez-vous de signature, vous avez un rendez-vous en cours de suivi de la mission, vous avez un rendez-vous à la fin du contrat ou juste avant la fin du contrat pour voir où on en est. Est-ce qu'on a coché les différentes formations? Avec possibilité à ce moment-là de renouvellement. En tout cas, il y a vraiment un, un engagement de toutes les parties qui est assez formel dans cette évolution. Et dans l'accompagnement, pour ce qui est du prescripteur, le prescripteur va vraiment vous accompagner à accompagner la personne dans sa montée en compétences. Donc c'est un dispositif qui est assez cadré et qui est intéressant à des tas de voilà, au niveau managérial, niveau organisationnel, c'est vraiment pas mal et financièrement, évidemment aussi. Le service civique. Dernier outil de cette présentation. Alors je vais vite parce que je dis beaucoup de choses, mais j'essaye de tout caler, donc je suis désolée si je vais un peu vite. Le service civique, c'est un candidat de 16 à 25 ans ou 30 ans s'il a une reconnaissance de travailleur handicapé. Il n'y a pas de diplôme prérequis. On parle là forcément d'une mission d'intérêt général qui dure de 6 à 12 mois. Les 9 grands domaines y sont clairement définis et c'est une liste exhaustive. Donc, qui sont inscrits là, solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté et aide humanitaire. Si vous vous dites que je lis, oui, c'est peut-être parce que certains écoutent, j'imagine, en faisant d'autres choses et je veux qu'ils aient toutes ces informations-là quand même. Le où est-ce que ça se passe? Ça va se passer en collectivité, en établissement scolaire, en office HLM ou en association. En fait, c'est assez vaste, c'est assez ouvert comme dispositif. Par contre, donc on va aller essentiellement sur des services d'accueil au public, par exemple, sensibilisation à l'outil informatique. Dans les maisons de services au public, on en trouve très souvent. C'est la personne qui va accompagner accompagner les administrés vers la borne informatique, les guider dans les démarches, voilà, ou aller sur un chantier de restauration de sites classés, par exemple. Voilà, ça c'est tout à fait possible. La particularité de ces personnes, c'est qu'elles ne peuvent pas rester seules en poste, à l'inverse d'autres dispositifs. C'est-à-dire que là, on vient forcément en renfort de quelque chose d'existant. On
Ça peut pas être, «Tiens, je vais développer un nouveau service, je vais prendre un service civique». Impossible. Ça peut pas être, «Là, j'ai des plages horaires, c'est un peu en décalé, j'ai personne là, je vais prendre un service civique, ça va me boucher un peu des créneaux». Impossible aussi. Alors que sur d'autres dispositifs, c'est tout à fait possible. Un apprenti, il peut être en autonomie. Une secrétaire de mairie en formation, elle peut être en autonomie. Pas, pas toute la semaine, hein, clairement, mais sur des créneaux, ça pose pas de problème, quoi. Là, c'est pas le cas. Donc on va avoir, des contrats de 24 à 35 heures. Une petite particularité, c'est que la personne fasse 24 ou 35 heures, elle aura la même indemnisation. Donc ça, faut quand même en avoir conscience. Hem, L'indemnisation, je vous l'ai noté, c'est 473,04 €. C'est versé par l'État, donc toute quotité horaire, comprise, ça j'ai déjà dit. Ce à quoi va s'ajouter, 107,58 €, c'est, un soutien complémentaire, ça c'est versé par la structure d'accueil. Donc en fait, c'est le seul cette ligne-là, c'est le seul reste à charge à la collectivité. Ça peut être versé en f de façon, voilà, financière, hem, ça peut être des choses, mises à disposition, ça peut être, voilà, en nature, des repas, un hébergement, que sais-je. Et puis on a une, 3e, indemnité qui est encore 107,58 € net, et là, c'est pour toute personne appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA ou bénéficiaire elle-même du RSA. Hem, le contact pour ce type de contrat, la façon de procéder, c'est contacter la Ligue de l'enseignement des Vosges. Il faut une accréditation particulière pour, pouvoir porter ce type de contrat, hein, enfin de contrat, ouais, de dispositif, le service civique. La Ligue de l'enseignement, a ce type d'agrément, et elle porte, des services civiques pour, d'autres administrations. Voilà, le service civique cotise à la retraite. Il bénéficie d'une protection sociale intégrale. Ça, c'est quand même, important, et cette expérience est valorisable en crédit ECTS. Ça peut être une très bonne passerelle pour quelqu'un, un jeune qui serait sorti d'études et puis qui voudrait y revenir et qui voudrait peut-être, une expérience un peu plus, concrète du monde du travail avant de retourner dans autre chose. Les congés, 2 congés par mois et un congé supplémentaire pour les mineurs. Ce service civique aura des formations obligatoires, notamment une formation civique et citoyenne comprenant les gestes de premiers secours. Bon, ça, c'est du détail, il faut juste, avoir conscience que peut-être, voilà, qu'à quelques moments, il sera absent pour ces formations-là. Tutorat individualisé et accompagnement aussi nécessairement pour le service civique. Ça, je l'ai dit, il peut pas rester tout seul, il doit avoir une personne ressource clairement identifiée, et cetera. Alors, quels sont les intérêts de la formation? Au global, j'entends. Les intérêts de former quelqu'un pour le recruter ou de le recruter pour le former. En tout cas, de le faire, monter en compétence et d'intégrer ça directement, à son recrutement, d'intégrer cette idée à son recrutement. Eh bien, on peut aussi envisager, pas seulement de faire, monter en compétence le candidat recruté, mais aussi de faire bénéficier, le groupe de travail ou les collègues de cette formation. Ça peut être une solution d'intégration. Déjà, on va apporter quand même, du sang neuf. Bon, ça, un autre type de recrutement l'aurait permis aussi, mais on peut valoriser les apprentissages de cette nouvelle personne, par exemple en affichant son programme de formation, en le rendant accessible à l'ensemble des collègues, pour le positionner comme personne ressource, pourquoi pas, sur, des mises à jour réglementaires, basiques, sur des fondamentaux, sur, je sais pas, des nouvelles méthodes de travail peut-être. Je veux dire par là que Pardon, ça a coupé. Je veux dire par là que, même un agent novice, lorsqu'il part en formation, le formateur qui va transmettre les fondamentaux, il va forcément aller sur de la mise à jour réglementaire aussi pour ça, aussi pour que ça ruisselle dans les services. Donc, ça peut être une idée intéressante que de positionner cette personne, au sein des réunions de service, comme, tout un chacun, enfin comme tout agent, qui va devoir transmettre, ce qu'il a fait là où il en est et là où il aurait peut-être besoin d'un coup de main. Bah, là, voilà, il peut dire: «Tiens, moi je suis allé sur telle, formation, état civil, c'était pas mal, et apparemment il y a une nouveauté, qui arrive dans 6 mois, ça va être là-dessus». Hem
l'idée, c'est de le positionner tout de suite comme un professionnel, quel que soit l'outil, hein, dans les 4 outils que j'ai présentés, quel que soit l'outil retenu pour le recrutement effectif. Le fait de le positionner comme ça tout de suite comme un professionnel en imposant un peu qu'il ait préparé ses réunions aussi, bah, en fait on prépare un professionnel cadré à nos attentes et à nos habitudes de travail au sortir de sa formation. Et pardon, je clique, voilà. C'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Lola. Alors effectivement, il y a une question pour le moment de Madame Rémy qui demande si on peut verser une NBI à un tuteur PEC. J'essaye d'arrêter le partage de mon écran, pardon. Voilà. Est-ce qu'on peut verser une NBI à un tuteur PEC? Ça dépend surtout du statut du tuteur, plus que du statut du tutoré, à mon sens. Mais on peut vérifier ça. On peut vérifier ça. C'est l'arrêté, enfin le texte de NBI est suffisamment précis. On peut vous renvoyer le lien et puis souligner le truc. J'ai pas l'information précise. À mon sens, c'est plutôt encore une fois, voilà, en fonction du tuteur, de son statut. Est-ce qu'il est titulaire? Est-ce que ça fait déjà partie de ses attributions, de sa fiche de poste que de transmettre, ou est-ce que c'est une compétence qui va venir s'ajouter à ce qu'on lui demande déjà? Et puis après, c'est aussi la décision de l'autorité. On peut retrouver ça. Donc, à qui est-ce qu'il faudrait que j'envoie une réponse là-dessus? Donc à Madame Remis Rémy. à la Bresse. Ok. Après, c'est le peut-on et le doit-on. Très Ouais, c'est ça. certainement qu'à l'inverse des apprentis, il n'y a peut-être pas le doit. Après, comme tu dis Lola, on doit pouvoir. Ouais, c'est ça en fait, hein. C'est un peu la volonté aussi. Est-ce qu'on a envie de valoriser et puis bah, envie de donner envie de continuer aussi. Est-ce qu'il y en a besoin de cet outil ou est-ce qu'on s'y sent obligé, ou est-ce qu'on a d'autres outils pour valoriser cet investissement-là, quoi. Il y avait d'autres Ok, questions? très bien. Non, c'était la seule question pour le moment. Donc, n'hésitez surtout pas, même lors des prochaines interventions, s'il y a toujours des questions pour Lola qui vous viennent, n'hésitez pas. Lola, tu resteras donc sur le chat à guetter des questions te concernant. Oui. Non, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Elles viendront peut-être au fil de l'eau en assimilant tout ce que Lola vient de vous expliquer. Et voilà. Et puis moi, je vous ressors le truc NBA, je vous le remettrai dans le chat, comme ça, on sera sûr d'avoir une réponse là-dessus. Mais bon, je pense que ce qu'on vous a apporté comme réponse, c'est déjà, ouais, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Merci beaucoup pour votre attention. Je coupe mon micro. Ok, très bien. Donc, a priori, on va pouvoir continuer avec la prochaine intervention. Je laisse donc la parole à Juliette Lang, donc, qui va vous expliquer comment bien recruter. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je vais reprendre les modalités notamment qui sont sorties suite au décret de 2019 sur la procédure de recrutement des contractuels sur emploi permanent. Donc je vais essayer de façon assez succincte de détailler les grandes étapes du décret en vous proposant des petites astuces donc qui, elles, ne sont pas légales, mais pour vous aider dans vos recrutements. Donc cette procédure peut vous paraître assez complexe et assez longue, mais elle va vraiment vous permettre de sécuriser et de professionnaliser vos recrutements. Donc je vous invite vraiment à la respecter, à ne pourquoi pas vraiment
utiliser ce process également pour les recrutements qui ne sont pas forcément sur emploi permanent. Donc, normalement, un exemplaire du guide du recrutement vous a été envoyé dans vos collectivités il y a quelques semaines. Il est également disponible sur le site du centre de gestion, donc avec les annexes qui vous permettront d'avoir un support à chaque étape et de pouvoir vous en servir en collectivité. Donc déjà, la première étape que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment sur le fait de recenser votre besoin et de prendre le temps avant de vous lancer dans le recrutement pour éviter donc les déconvenus au fil de votre processus. Donc vraiment, lorsque vous avez un besoin, donc que ce soit un départ en retraite ou peut-être une surcharge de travail qui peut être ponctuelle, posez-vous et posez-vous la question sur l'avenir du poste. Aujourd'hui, vous avez un départ en retraite, la personne part, mais est-ce que vous allez la recruter sur exactement les mêmes missions? Est-ce que mon service est amené à évoluer? Est-ce que peut-être je vais devoir le réorganiser? Est-ce que le poste est amené à évoluer, à se développer? Vraiment, posez-vous ces questions pour dès le départ partir sur de bonnes bases et puis pouvoir par la suite, vous poser la question de comment recruter en fonction des missions que vous avez définies. Donc là, je reprends un petit peu ce que Lola vous a dit précédemment. Ne vous fermez pas de porte. Ça peut être donc un poste qui est permanent. Donc ça veut dire que vous êtes sûr de pouvoir accueillir un titulaire sur votre poste. Peut-être que le besoin correspondrait plutôt à l'accueil d'un apprenti ou alors d'un CDD, d'une mission temporaire. Vraiment étudier toutes les possibilités. Si vous êtes sur du temporaire, définissez dès le départ une durée de contrat, une durée hebdomadaire, voilà, qui correspond vraiment au temps de travail dont vous avez besoin. Et puis là, pour emploi permanent, surtout, voyez large au niveau des grades et des filières. Parfois, on se dit, voilà, la personne qui part en retraite était adjoint principal première classe. Bon, bah, je reste sur de l'adjoint principal première classe. Sauf que potentiellement, vous aurez peut-être au cours du processus une belle candidature d'un fonctionnaire qui est adjoint principal deuxième classe, voire rédacteur. Et si vous n'avez pas dès le départ pensé à ouvrir votre poste sur plusieurs grades, là, vous pouvez être bloqué au moment de faire une mutation et devoir rallonger les délais pour refaire une vacance. Donc ça, je reviens juste après. Mais vraiment, ne vous fermez pas de porte. On sait des fois que certains métiers sont à cheval sur deux filières, du technique, de l'animation. Donc, ouvrez au maximum pour, en cas de candidature, pouvoir recruter dans les délais impartis. Enfin, n'hésitez pas à mettre en avant les caractéristiques de votre poste, à vous demander si les déplacements sont fréquents, s'il y a des horaires décalés, si ça nécessite un permis particulier. Vraiment recenser les caractéristiques du poste pour enfin vous demander quel profil correspond à mon besoin. Donc là, vous pouvez vous demander est-ce que j'ai besoin d'un diplôme particulier, d'un permis ou d'une certification en particulier pour que mon poste soit correctement occupé. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté? Et puis vous hiérarchisez ensuite vos besoins. Une fois que vous êtes vraiment concentré sur votre besoin, que vous avez pris le temps de l'étudier, on passe à notamment sur les emplois permanents, à quelque chose qui est rendu obligatoire, qui est la vacance d'emploi. Donc là, dès que l'emploi permanent est créé ou devient vacance, vous devez faire une vacance via emploi territorial. Donc là, ma collègue Pauline Fraisse vous présentera les modalités. Ce qu'impose le décret, pardon, c'est que votre vacance doit être faite au minimum 1 mois avant une potentielle prise de poste du candidat. Donc là, il faut vraiment anticiper vos besoins pour pouvoir vraiment respecter les exigences légales. Donc c'est 1 mois minimum avant la prise de poste, ce qui veut dire que dans toute logique, vous ne pouvez pas faire d'entretien de recrutement avant l'écoulement de ce délai, puisque vous devez laisser le candidat pouvoir postuler jusqu'à la fin de ce délai. Je vous montrerai quand même que vous pouvez, même si vous ne pouvez pas lancer les entretiens de recrutement, travailler les candidatures avant, bien sûr, ce délai d'1 mois. Je rappelle que la vacance d'emploi est différente de l'appel à candidature. La vacance d'emploi est obligatoire. Vous allez informer notamment le préfet de votre souhait de recruter. Nous, on publiera un arrêté sur le centre de gestion, mais ce n'est pas en faisant une vacance d'emploi que vous aurez des candidatures.
En effet, les candidats, qu'ils soient en demande d'emploi ou sur un poste, ne vont pas aller regarder les arrêtés qu'on publie pour faire leurs recherches. Donc, si vraiment vous voulez des candidatures, il faut également faire ce qu'on appelle un appel à candidature et donc une offre d'emploi. Donc ma collègue vous montrera comment faire. Je vais juste faire du coup un petit focus sur le cas d'un contractuel qui est sur emploi permanent. Donc si vous avez un contractuel sur emploi permanent dont le contrat arrive à échéance, voilà, c'est quelqu'un qui fait l'affaire, vous avez passé du temps à le former et très clairement, vous aimeriez bien poursuivre avec lui. Vous êtes quand même dans l'obligation de faire une vacance d'emploi 1 mois avant la fin de son contrat. Si voilà, vous voulez limiter l'arrivée de candidatures pour voilà, essayer de sélectionner cet agent en faisant uniquement une vacance et non un appel à candidature, donc une offre d'emploi, il y a très peu de chances que vous ayez d'autres CV. Donc, demandez à votre agent de faire acte de candidature dans le délai d'1 mois et de vous transmettre son CV. Mais voilà, c'est une petite astuce si vraiment vous avez un contractuel que vous souhaitez garder sur l'emploi permanent. À défaut, par contre, si vous voulez vraiment relancer le recrutement, là, je vous invite à faire également un appel à candidature en plus de la vacance. On a eu un courrier très récemment aussi de la DGCL qui indique que maintenant, nous sommes dans l'obligation de faire une vacance d'emploi sur emploi permanent, même si on est sur un court remplacement. Donc voilà, si votre fonctionnaire est en maladie ou en congé pendant 15 jours, mais que vous allez le remplacer, vous devez faire une vacance d'emploi. Avant, on disait, voilà, si l'absence est de moins de 6 mois, on ne fait pas forcément de vacances. Là, c'est vraiment rendu obligatoire. Donc, il faut que vous fassiez une vacance dès lors que vous remplacez la personne sur l'emploi permanent. Donc, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous pouvez donc rédiger votre offre, donc en parallèle de la vacance. Retenez que le but de l'offre d'emploi, c'est vraiment d'attirer l'attention des candidats et d'essayer d'être le plus attractif possible. Donc, on évite de reprendre la fiche de poste, on essaye d'être assez concret dans les missions et de mettre en avant vraiment les missions principales du poste, celles qui attirent le plus de candidats. On ne rentre pas dans voilà, on met les 5 missions principales et on ne rentre pas dans une multitude de missions secondaires et on essaye d'être concret pour que le candidat, en lisant l'offre d'emploi, se rende vraiment compte de ce que sera le quotidien sur le poste. Une fois que vous avez donc publié votre offre, vous allez recevoir des candidatures donc durant ce délai d'1 mois. Ce qu'impose le décret, c'est d'accuser réception à toutes les candidatures. Donc là, je vous invite vraiment à le faire, même si on n'est pas dans le cadre d'un recrutement sur emploi permanent, puisque c'est vraiment favorable au travail de votre marque employeur. Donc là, vous allez pouvoir, durant ce délai, analyser chaque candidature. Donc les candidatures doivent vraiment être vous devez analyser ces CV sur des critères vraiment identiques et objectifs. Vous devez les fixer en amont et puis analyser chaque CV au regard des compétences, des aptitudes et des qualifications du candidat. Donc là, vous avez une annexe du guide du recrutement qui vous aide à faire une notation finalement de chaque CV comme au bac. Et puis logiquement, ceux qui obtiennent les meilleures notes, ce sont ceux qui correspondent au plus proche à votre offre d'emploi et à votre demande de base. Attention, lorsqu'on est sur un emploi permanent, on doit déjà étudier les candidatures des titulaires avant d'étudier les candidatures des contractuels. Je voulais juste refaire un petit point sur les petits pièges des fois que les candidats nous tendent sur les CV. Donc, n'hésitez pas à faire attention, notamment quand un candidat marque juste une année, par exemple comptable en 2006 comptable. Généralement, en creusant un petit peu, il n'a pas été comptable durant 1 an, mais quelques jours en 2006. Donc voilà, ça peut aussi changer un petit peu votre vision du CV. Et de même, lorsqu'on a du niveau BTS, par exemple, attention, souvent la personne n'a pas son BTS et n'a pas réussi, en tout cas, à valider son diplôme. Quand vous regardez toujours donc ces CV, surtout attention aux petites discriminations. Je le rappelle, on ne peut pas écarter le CV parce que la personne est un homme ou une femme, parce que vous le jugez peut-être un petit peu trop âgé ou un petit peu trop jeune. Donc attention, vous laissez pas. Voilà, il faut vraiment ne pas avoir de biais lorsqu'on analyse un CV. Et je reviens sur le critère du domicile. Donc pareil, malheureusement non, mais en tout cas, vous ne pouvez pas écarter un CV parce que vous jugez qu'il habite trop loin de votre commune. Peut-être que le candidat est disposé à déménager, peut-être qu'il
n'a pas de souci particulier avec la route et sera prêt à faire tous les jours 1 heure de route, vous ne pouvez écarter une candidature sur le critère du domicile que si le lieu de résidence est vraiment un critère d'emploi, c'est-à-dire que la personne aura des astreintes et doit se déplacer sous les 10 minutes sur votre commune. Mais sinon, vous ne pouvez pas écarter une candidature sur le simple critère du domicile. Donc, une fois que vous avez un petit peu travaillé vos CV, que vous avez vraiment les meilleurs, là, je vous invite à leur téléphoner avant de les convoquer en entretien pour pouvoir vous faire une idée un peu plus précise de la personne et pour pouvoir surtout éviter de convoquer des candidats qui ne correspondraient pas à vos attentes. Donc, lorsque vous les avez au téléphone, n'hésitez pas à leur demander leur disponibilité. Si vous êtes sur un besoin qui doit être pourvu de manière très urgente, bon, il est peu probable que la personne qui soit en CDI avec un préavis de 3 mois corresponde à vos attentes. N'hésitez pas à parler aussi salaire. Vous avez forcément un budget. Le candidat a aussi des prétentions. Si vous voyez qu'il y a un trop grand gap, inutile de le convoquer. Vous perdrez votre temps. N'hésitez pas à voir s'il a bien compris le poste, s'il se projette dans le poste, s'il a fait quelques recherches sur votre commune. Ça vous permettra aussi de voir ses motivations. Et puis, vous aurez une première idée aussi de sa présentation, de comment il échange et comment il structure sa parole. N'hésitez pas à garder une trace écrite de ses préqualifications. Donc, vous en avez aussi un modèle en annexe. Ça permet vraiment de justifier vos choix tout au long de la procédure si on a des candidats un petit peu, qui vous titillent un petit peu sur le fait qu'il n'ait pas été retenu. Donc, n'hésitez pas à garder une trace écrite de tous vos échanges avec les candidats, ce qui prouvera votre choix, pourquoi vous avez ou non convoqué ce candidat en entretien. Une fois que vous arrivez donc aux entretiens, ce que vous devez faire, en tout cas ce que le décret vous impose en cas de poste permanent, c'est de recevoir déjà les candidats titulaires. Et c'est qu'à partir du recrutement infructueux du titulaire que vous pourrez recevoir vos contractuels. Donc, c'est pas forcément évident pour le jury de se libérer 2 fois, on le sait. Ce que nous, on vous conseille, c'est tout simplement, si vous avez retenu des candidats titulaires et contractuels, c'est de vous donner une journée de recrutement et de recevoir sur la matinée les candidats titulaires et l'après-midi, les candidats contractuels. Comme ça, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans les candidats titulaires, vous pourrez justifier dans votre PV de recrutement que c'est seulement à l'issue que vous avez recruté et retenu la candidature de votre contractuel. Mais faites bien attention, évitez de mélanger tout le monde et de faire des fois passer les candidats contractuels en entretien de recrutement avant les titulaires. On propose généralement des entretiens de 45 minutes. On pense que c'est ni trop long ni trop court pour pouvoir vraiment étudier la candidature du candidat. N'hésitez pas à vraiment voir cet entretien comme un échange, apprendre à connaître le candidat, ses expériences, surtout à essayer de voir ce qu'il attend du poste, ce qu'il attend de vous, voir si c'est vraiment compatible. Vous pouvez avoir une trame d'entretien pour vous aider à vraiment suivre un fil conducteur tout le long de l'entretien. Et n'hésitez pas aussi à faire des petites mises en pratique pour pouvoir tester justement les compétences techniques du candidat. Donc là, une fois que vous avez fait ces entretiens, surtout un conseil, alors surtout si c'est vos élus qui font les entretiens de recrutement, c'est de prendre le maximum de notes, puisqu'en effet, vous serez dans l'obligation de faire un PV de recrutement. Donc le problème, c'est si on n'a pas assez de notes, ça peut être compliqué de se souvenir de tout ce qui s'est dit en entretien et de justifier vraiment de manière objective notre choix. Donc vraiment prendre le maximum de notes et puis de retranscrire finalement ce qui s'est dit dans l'entretien et ce qui vous a amené à analyser les compétences, les aptitudes et les qualifications des différents candidats. Voilà, donc ce que le décret impose également, c'est de faire des réponses négatives à chaque candidat qui n'a pas été retenu. Donc que ce soit par écrit ou par mail, il n'y a pas forcément, enfin par courrier, par mail, il n'y a pas de
de formalisme, mais vous devez revenir vers chaque candidat. De plus, là encore, je dis, n'hésitez pas à le faire, même si vous n'êtes pas sur un emploi permanent, parce que ça travaille vraiment votre marque employeur. Et puis, si vous recrutez un contractuel sur emploi permanent, il faudra également veiller à lui remettre la déontologie de la fonction publique. Donc, vous la trouvez également sur notre site. Donc voilà, c'est vraiment un résumé assez condensé de ce que pose le décret. Donc vous avez aussi des petites astuces pour essayer de recruter de manière un peu plus sereine sur vos postes. Je voulais juste aussi faire une petite aparté sur le contrôle de référence. Eh bien, vous reposer le cadre juridique. Attention au contrôle de référence. Pour pouvoir les effectuer, il faut l'accord du candidat. Donc, je sais que parfois, quand le CV arrive, on se dit « Ah, bah, il a travaillé dans cette collectivité-là, je connais, je vais passer un petit coup de fil ». Attention, normalement, ça, c'est pas dans les clous de la loi. Et c'est surtout que si vous écartez la candidature du seul fait du retour de référence qui est pas forcément bon, si le CV correspondait à votre annonce, d'expérience, certains candidats se sont retournés contre les collectivités en estimant qu'au vu du CV, il n'avait pas de raison que la candidature soit écartée aussitôt, en tout cas sans même un coup de fil. Donc vraiment, attention au contrôle de référence, il faut vraiment l'accord du candidat. Et si vous avez fait ou entendu des retours de candidats, appelez quand même ce candidat pour vous faire votre propre avis, en tout cas si le CV correspond bien évidemment à votre besoin. Et je voulais juste donner une petite précision parce qu'on me pose souvent la question. Bien entendu, si le CV du titulaire ne correspond pas du tout à votre besoin, vous n'êtes pas obligé de le recevoir. Je m'explique, vous recherchez un comptable, vous avez un titulaire, agent technique qui postule, qui n'a jamais touché à la comptabilité de sa vie, bien évidemment, vous êtes en droit de rejeter sa candidature sans le recevoir en entretien. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire et concise. Et puis de toute façon, donc vous retrouvez le guide du recrutement. Il y a juste la petite attention sur la vacance d'emploi qui désormais se fait sur tous les remplacements. Donc le guide n'est pas encore à jour sur ce point. Mais voilà. Merci Juliette. Alors pour l'instant, il y a 2 questions. La première donc de Madame Jacquin qui demande si toutes les démarches préalables dont tu nous as fait part en début d'atelier doivent être formalisées par délibération. Alors, non. Alors, sur la délibération, donc elle est obligatoire sur emploi permanent, conseillée sur emploi non permanent. Donc, vous devez vraiment, sur votre délibération, rester sur du classique, donc sur les grades, sur le temps de travail. Et par contre, si vous ouvrez votre poste permanent à des contractuels, il faut le préciser dans la délibération. Mais on n'est pas obligé, Après, vous n'êtes pas obligé normalement de tout préciser, notamment sur un emploi permanent. Après, si vous ouvrez l'emploi sur du CDD, sur un contrat PEC, vous pouvez quand même le soumettre à la délibération, mais c'est vraiment pas obligatoire. La délibération, c'est vraiment obligatoire pour emploi permanent et vous devez juste faire attention aux filières, aux grades et à la durée de travail. Ok, très bien. Deuxième question donc de Monsieur Enriquez qui demande si la non-déclaration de vacances de poste pour les emplois occasionnels, saisonniers ou accroissement temporaire est maintenue. Oui, sur ces postes, on n'a pas besoin de faire une déclaration de vacances et ça, c'est maintenu. Ok, très bien. Donc, pas plus de questions pour le moment. Toujours, on reste alerte si des questions viennent au fil de l'eau. A priori, on peut passer à l'atelier suivant. Donc, merci Juliette. Donc, on laisse la parole à Pauline Fraisse, donc, qui va partager son écran donc, et montrer comment fonctionne Emploi Territorial.
Alors bonjour à tous, donc oui, je vais vous partager mon écran et on va pouvoir regarder ensemble comment créer une opération donc de A à Z sur emploi territorial. Alors je me suis connectée directement sur emploi territorial. Bien évidemment, si des personnes ne se sont jamais rendues sur le site emploi territorial, n'hésitez pas à faire un petit message dans le chat et à ce moment-là, je pourrai vous montrer comment vous connecter à emploi territorial. Alors, emploi territorial, comment ça se présente? Vous avez un petit tableau de bord ici, donc votre grande ligne noire. Et essentiellement, vous, ce qui va vous intéresser, c'est l'onglet Opération. Et dans l'onglet Opération, vous avez sur la deuxième ligne, créer une opération. Donc, c'est vraiment à partir de là que vous allez pouvoir créer votre opération de A à Z. Alors, comme vous le voyez, vous avez 3 petits onglets. Le premier en noir, l'opération, donc c'est vraiment la première étape à respecter. Ça va vraiment être la base de votre opération. Ce que je vous conseille, n'allez pas cliquer sur déclaration, puis dans offre, et puis revenir dans opération. Je sais qu'on peut être rapidement perdu et après avoir des difficultés à transmettre à la fin son opération au centre de gestion. Alors, l'opération, comment ça se présente? Donc, au niveau de la collectivité, moi, je vais vraiment créer une opération comme si j'avais une opération à déclarer pour le centre de gestion. Donc, je vais m'identifier en tant que centre de gestion des Vosges. Donc voilà. Alors au niveau de la famille de métiers, la famille de métiers sur emploi territorial a été refondée récemment pour correspondre au référentiel métier du CNFPT. Vous avez la possibilité de saisir manuellement votre, euh, votre métier principal. Sachez que bon, tout est organisé par ordre alphabétique, mais voilà, si par exemple vous avez une opération à déclarer rattachée aux ressources humaines, vous pouvez directement taper votre mot-clé ressources humaines et il vous sélectionne les deux familles de métiers correspondantes. Donc moi, je vais faire une opération en exemple. Donc je prends le premier et admettons que mon opération concerne un chargé de recrutement. Donc vous voyez automatiquement, il vous sélectionne les métiers disponibles, les métiers rattachés à votre famille de métiers. Donc du coup, si vous avez un doute, c'est vrai que des fois certains postes peuvent être un peu on a un petit peu de mal à savoir à quel métier le rattacher en fonction du référentiel métier. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement cliquer dessus et puis cliquer sur la petite loupe à gauche et vous voyez, vous avez quelques renseignements sur le métier, sur la fonction, sur la catégorie à laquelle il appartient, etc. Toutes les fiches métiers ne sont pas encore à jour. Emploi territorial est en train d'abonder au fur et à mesure les fiches métiers, mais les métiers les plus connus, ceux qu'on voit le plus souvent, normalement, les fiches métiers sont déjà abondées. Donc, pour sélectionner votre métier en question, vous cliquez tout simplement dessus et vous le faites passer sur la droite avec les petites flèches du milieu. Au niveau du secteur d'affectation, bah, c'est tout simplement le secteur auquel est rattaché votre métier. Alors là, pareil, vous pouvez faire directement une saisie automatique pour trouver votre secteur d'affectation. Donc là, en question, ressources humaines. Si vous ne trouvez pas votre secteur d'affectation, vous avez la possibilité de cliquer sur l'onglet Autres et de faire du coup une saisie libre au niveau du service en dessous. Donc moi, je vais sélectionner mon secteur ressources humaines. Ensuite, donc vous avez l'intitulé du poste qui vous est demandé. Alors là, pareil, si vous ne trouvez pas votre intitulé de poste, donc par exemple, moi j'ai un chargé de recrutement, vous voyez là, il me le propose pas. Ce que je vais faire tout simplement, c'est aller dans saisie libre d'un autre intitulé. Et là, je vais venir écrire manuellement mon intitulé de poste, donc chargé de recrutement. Et principe de non-discrimination oblige, n'oubliez pas de mettre votre intitulé au masculin et au féminin. Ensuite, au niveau du nombre de postes, donc ça, je sais que c'est une question qui revient souvent. Par exemple, vous avez deux postes, deux vacances de poste à déclarer à la préfecture. Vous pouvez centraliser vos deux postes au sein d'une même opération, mais bien évidemment, il faut que les deux postes aient les mêmes caractéristiques. Euh, les mêmes caractéristiques, pardon, ça veut dire quoi? Il faut que les grades soient les mêmes, que le temps de travail soit le même, etc.
Vous ne pouvez pas avoir, déclarer là un poste à 35 heures et puis si votre deuxième poste, c'est un poste à 24 heures, il faudra faire deux opérations distinctes. Donc là, moi, je vais laisser 1. Au niveau du temps, je vais laisser temps complet. Au niveau du temps de travail par semaine, vous n'avez pas d'étoile rouge, mais sauf erreur de ma part, vous devez renseigner le temps de travail hebdomadaire de votre agent, donc 35 heures. Et au niveau des minutes, pareil, sauf erreur de ma part, vous êtes obligé d'indiquer le 00 minutes. Vous ne pouvez pas juste mettre 35 heures et puis rien mettre dans l'onglet minutes. Emploi territorial vous bloquera. Donc là, en dessous, pareil, on a une nouvelle innovation d'emploi territorial qui a refondé les types d'opérations. Donc au niveau des types d'opérations, vous avez donc le contrat de projet, par exemple, qui est venu s'ajouter. Vous avez les emplois permanents qui sont répartis entre donc soit la création de mon emploi, soit une vacance d'emploi. Tout ce qui va correspondre aux emplois temporaires ou alors les remplacements temporaires d'agents sur emploi permanent. Donc, en fonction du type d'opération que vous allez sélectionner, bien entendu, emploi territorial va s'adapter au niveau des onglets à remplir. Donc, moi, admettons, ma collectivité a créé un emploi. Donc, je vais sélectionner ma création d'emploi. Et là, vous voyez, pareil, vous avez de nouvelles questions qui, il y a encore quelques mois, n'apparaissaient pas sur emploi territorial. C'est tout simplement pour être en phase avec le nouveau décret de 2019. Donc là, est-ce que le poste est ouvert aux contractuels? Est-ce que dans votre délibération, il est prévu que le poste soit ouvert aux contractuels? Donc moi, je vais mettre oui, je ne suis pas à l'abri qu'aucun titulaire ne vienne postuler sur mon emploi. Donc là, j'ai de nouvelles questions qui sont en train de s'ouvrir. Est-ce que mon recrutement concerne un poste qui ne peut pas être attaché à un cadre d'emploi de fonctionnaire susceptible d'assurer les fonctions correspondantes? Donc ça peut arriver. Là, mon poste, on va dire qu'il est ouvert sur des cadres d'emploi qui existent. Donc je vais mettre non, qui ne peut pas être attaché. Donc je mets non. Et là, on me demande est-ce que les besoins de service ou la nature des fonctions justifient le recours à un contrat de plus d'1 an dans le cas où aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté statutairement. Donc moi, je vais sélectionner oui, mais bien entendu, vous adaptez toutes vos réponses en fonction de vos délibérations, en fonction de du cas particulier dans lequel vous trouvez. Au niveau donc là, voilà, vous voyez, vous avez le fondement juridique qui s'affiche automatiquement. Donc là, et qui est du coup bien en lien avec le nouveau décret de 2019 pour le recrutement des contractuels sur emploi permanent. Donc là, au niveau du nom du contact, c'est un nom donc ça n'apparaît pas sur emploi territorial. Les demandeurs d'emploi n'y ont pas accès. C'est uniquement à destination du centre de gestion ou du CNFPT si on a des interrogations ou si on doit rentrer en contact avec vous. Donc, une fois que vous avez rempli votre première partie, vous cliquez tout simplement sur l'onglet Créer et vous avez un petit encart, une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc là, vous voyez en rouge, attention, ma saisie n'est pas complète, elle ne pourra pas être traitée par le gestionnaire, c'est normal. C'est parce que je n'ai pas renseigné les deux autres parties d'emploi territorial. J'ai vraiment rempli que la première partie de mon opération. Donc là, je vais venir saisir ma déclaration. Donc vous l'avez ici, saisir la déclaration de vacances associée à mon opération. Donc je viens cliquer dessus. Donc là, c'est vraiment votre déclaration à transmettre à la préfecture à proprement parler. Donc, il m'a bien repris automatiquement mon intitulé de poste. Est-ce que c'est un emploi fonctionnel? Non. Au niveau des grades, alors filière recherchée, c'est uniquement si vous voulez que les grades correspondant à votre filière apparaissent. Moi, je vais les chercher manuellement. Je vais ouvrir mon poste, voilà, par exemple, à rédacteur. Si vous avez fait, vous pouvez bien évidemment faire une vacance, une déclaration multigrade. Si votre poste est ouvert à rédacteur principal, vous pouvez venir sélectionner tous les grades correspondants et les faire passer sur le petit onglet à droite. Donc moi, je clique dessus comme le premier modèle et je viens le passer à droite. Au niveau du poste, donc le poste à pourvoir Donc comme le disait Juliette Lang, le décret de 2019 impose une durée minimale d'1 mois.
Normalement, emploi territorial, si vous ne respectez pas le délai d'un mois, vous met un petit message d'erreur, mais normalement n'est pas bloquant. Il vous alarme, mais il n'est pas bloquant. Ça peut être le cas, par exemple, si vous êtes dans l'urgence et que vous ne pouvez pas respecter le délai d'un mois. Donc, poste à pourvoir donc on est le 21 janvier, donc qui dit un mois, je vais venir me positionner au 21 février. Donc là, je respecte bien mon délai d'un mois. Ensuite, au niveau du descriptif du poste à pourvoir, donc là, c'est pas une annonce, c'est pas votre offre d'emploi, c'est uniquement votre déclaration à destination de la préfecture. Donc, vous pouvez venir uniquement mettre les missions principales de votre poste. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail. Donc, par exemple, la rédaction des annonces, la publication des annonces, les entretiens, et puis la rédaction des contrats. Voilà, vous mettez vraiment que les missions principales de votre poste. Ensuite, vous avez donc le motif de votre déclaration qui vous est demandé. Donc, pourquoi vous avez créé un poste? Est-ce qu'il y a eu un changement de temps de travail? Est-ce que votre poste est créé suite à une réorganisation de votre service? Ou est-ce que vous avez eu un nouveau besoin qui s'est fait connaître au sein de la collectivité? Donc, moi, je vais cliquer sur le dernier et ensuite, tout simplement, je fais créer. Donc là, pareil, sur le même modèle que ma première étape, j'ai ma petite fenêtre qui vient s'ouvrir et qui me demande ce que je veux faire. Donc, admettons, si on était dans le cas d'une vacance, votre personne en poste, elle arrive à la fin de son contrat sur emploi permanent, il faut déclarer la vacance du poste à la préfecture, mais vous savez très bien que la personne qui occupe déjà le poste, c'est cette personne que vous allez renouveler, puisqu'elle connaît son poste, elle a les compétences, etc. Vous ne voulez pas crouler sous les CV, vous ne voulez pas crouler sous les candidatures, puisque vous avez déjà votre personne, la bonne personne en poste. Donc, si vous étiez dans cette situation-là, c'est-à-dire uniquement une déclaration à déclarer à la préfecture, vous viendriez cliquer sur transmettre mon opération. C'est ce que nous, on appelle au centre de gestion la publicité restreinte. Par contre, si vous n'avez vous n'avez personne sur le poste, c'est vraiment une première création, vous voulez recevoir des candidatures, vous voulez recevoir des CV, vous viendrez cliquer sur saisir l'offre associée à mon opération, donc votre appel à candidature, et là, vous arrivez à la dernière partie, donc l'offre, et là, c'est vraiment votre annonce à proprement parler. Donc, vous voyez, il vous reprend automatiquement votre intitulé, les grades renseignés, etc. Donc là, au niveau donc des champs restants, c'est tout simplement le descriptif de votre emploi. Donc, comme le disait Juliette Lang, ne faites pas un copier-coller de votre fiche de poste, mettez vraiment les missions principales de votre poste dans l'onglet missions ou activités. Dans le descriptif de l'emploi, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre quelques petites remarques qui pourraient intéresser des candidats qui ne sont pas forcément des Vosges et qui pourraient qui ont une mobilité sur toute la France et qui pourraient être intéressés à l'idée de venir travailler dans les Vosges. Donc, ce que vous pouvez faire, moi, je vais faire un petit copier-coller d'une petite accroche que j'avais préparée en amont de ces rencontres. Par exemple, au niveau du centre de gestion, je viendrai mettre que le centre de gestion, donc je présente ses missions principales, il aide les collectivités vosgiennes dans la gestion des ressources humaines. Comme quoi, on est situé à Épinal, bien desservi par l'autoroute, par les transports en commun et à seulement 1 heure environ en voiture de Nancy. Et ensuite, je fais une petite accroche sur le service. Est-ce que c'est un service récent? Est-ce qu'il y a déjà des personnes en place? Est-ce que le service est en plein développement, etc. Et comme quoi le futur ou la future recrutée viendra rejoindre l'équipe en place et contribuer à la bonne gestion RH des agents de notre centre. Donc, au niveau des missions, donc mettez bien uniquement, comme je vous le disais, les missions principales du poste. Ne venez pas faire un copier-coller de votre fiche de poste. Donc, à titre d'exemple, vous travaillerez en étroite collaboration avec donc soit notre responsable RH, et l'assisterez dans ses missions. Donc là, vous pouvez vraiment mettre les missions principales du poste. Et ensuite, au niveau du profil, pareil, vous viendrez mettre les qualités indispensables que le ou la future embauchée devra détenir.
Donc pareil, je vais faire sur le même modèle un copier-coller. Donc vous êtes titulaire à minima allez, on va mettre bac+3 ressources humaines et justifier d'une première expérience sur un poste similaire. Une connaissance de la fonction publique est un atout à votre candidature. Donc vous n'êtes pas forcément fermé aux personnes venant du privé, mais connaître l'environnement territorial serait un atout. Rigueur et discrétion professionnelle seront vos maîtres mots. Vous apprécierez de travailler en équipe et ne manquerez jamais d'être force de proposition. Et vous maîtrisez l'outil informatique. Voilà, vous mettez quelques lignes, quelques qualités indispensables et bien entendu, vous aurez l'occasion en entretien d'échanger avec le ou les futures personnes que vous convoquerez en entretien. Donc au niveau du logement, est-ce que vous proposez ou non un logement? Donc le poste, il est à pourvoir quand? Bien évidemment, vous pouvez voilà mettre une durée plus longue, hein. Au niveau de la date de publicité, donc moi je vais mettre aujourd'hui. Petite remarque, souvent j'ai des collectivités qui m'appellent, donc qui font toutes ces démarches, qui vont mettre un début de publicité à aujourd'hui et qui vont s'inquiéter pourquoi mon annonce ne figure pas sur Emploi territorial. C'est tout simplement moi, je dois valider vos opérations pour qu'elles figurent sur Emploi territorial. Et les validations, elles se font chaque lundi matin. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas tout de suite votre annonce sur Emploi territorial. Bien évidemment, si vous avez une urgence, que vous faites votre annonce le lundi après-midi et que vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre une semaine que des candidats aient accès à votre annonce, vous pouvez faire un petit mail à l'agence compétences et territoires et nous, on peut se charger de valider l'annonce le jour même. Et par contre, les vacances, les déclarations de création, ça c'est uniquement le lundi puisque c'est porté sur arrêté par la suite. Donc la date de début de publicité, donc aujourd'hui, la date de fin de publicité, donc on respecte bien le délai d'un mois, donc février. 21 février. Poste à pourvoir, bon, je vais me garder 15 jours pour mes entretiens, donc je vais mettre fin février par exemple, 28 février, voilà. Et date limite de candidature, ben souvent ça correspond à la date de fin de publicité, hein, jusque quand les candidats ont accès à l'annonce sur Emploi territorial. Mais ça, pareil, vous pouvez le dissocier. Des fois, les candidats mettent l'annonce dans leurs favoris et postulent par la suite. Donc ça, c'est vraiment en fonction vous de vos besoins. Ensuite, dans contact et informations complémentaires, là, vous pouvez mettre les avantages que votre collectivité peut proposer. Est-ce que vous proposez du télétravail? Est-ce que vous proposez des RTT? Là, voilà, vous pouvez mettre les onglets, les avantages pardon, spécifiques à votre collectivité dans cet onglet-là. Et là, ensuite, vous avez tout simplement votre courriel de contact à renseigner. Donc, c'est l'onglet sur lequel pourront l'onglet, le courriel sur lequel pourront postuler les candidats. Donc moi, je vais mettre l'onglet le mail de l'agence, donc recrutement, cdg88.fr, voilà. Et ensuite, donc là, c'est pré-rempli hein, puisque on a déjà le compte créé. Je pense qu'automatiquement, c'est peut-être pré-rempli pour vous, je ne sais plus ça. Donc voilà, vous vous renseignez, vous vérifiez que l'adresse du lieu de travail, c'est bien la bonne. Et ensuite, vous faites donc pareil hein, sur le même modèle créé. Donc là, il me met toujours un petit encart rouge au niveau du format de courriel. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive. C'est souvent parce que je laisse un espace. Hop là, non, pourtant, il n'y a pas d'espace. Bon, hop, créer. Voilà. Et du coup, là, vous êtes vraiment arrivé à la fin de votre opération. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur transmettre votre opération parce que sinon, au centre de gestion, on ne réceptionne pas votre opération et du coup, on ne pourra pas procéder à vos validations. Donc là, je la transmets et du coup, je vais la réceptionner. Donc là, voilà, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Hein, votre opération a correctement été transmise. Pareil, au niveau des accusés réception, j'ai souvent des petits coups de téléphone. Sachez que l'accusé réception, vous le recevez une fois que la préfecture nous a retourné l'arrêté visé. Vous ne recevez pas d'accusé réception une fois qu'on a validé votre opération. Et au niveau du délai, comptez souvent une petite semaine pour recevoir l'accusé réception.
Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire et succincte. Je sais qu'il y a des fois d'autres particularités sur emploi territorial. Donc bien évidemment, à l'agence, on est toujours disponible par mail ou par téléphone pour venir répondre à vos questions en particulier. Donc je vais arrêter le partage d'écran. Hop, et voilà. Donc, normalement, c'est bon. D'accord. Merci Pauline. Alors, première question, si tu es prête, de Madame Remy qui nous demande quel est le délai lorsqu'on recrute un remplaçant? Un remplaçant, alors quand vous devez faire une vacance, si vous êtes sur un remplacement temporaire sur emploi permanent, comme le disait Juliette Lang, suite à l'information qu'on a eue de la DGCL, le délai minimal pour déclarer une vacance, c'est toujours 1 mois. Par contre, si vous êtes sur de l'accroissement d'activité, des choses comme ça, où vous n'avez pas, sur du temporaire pur, vous n'êtes pas sur du permanent, là, vous n'avez pas de vacances à faire. Vous pouvez directement, de toute façon, emploi territorial ne vous proposera même pas la vacance, il vous portera directement, je crois, à l'onglet saisir mon annonce normalement, si les réglages ont été effectués. Et Monsieur Henriquez nous écrit, depuis la loi de 2019 de transformation de la fonction publique, les publications restreintes sur emploi permanent ne sont-elles pas à exclure? Alors nous, on a eu plusieurs, donc on a une interprétation au niveau du centre de gestion où vous pouvez faire une publicité restreinte, même à l'issue du nouveau décret de 2019, puisque c'est tout de même une publicité. Même si c'est restreint, c'est une publicité. La préfecture est informée, le poste est porté sur arrêté et les arrêtés sont visibles sur le site CDJ+, du centre de gestion des Vosges. Mais bien évidemment, si vous faites une publicité restreinte, n'oubliez pas de bien réceptionner le CV de la personne et de rédiger un PV de recrutement pour bien justifier pourquoi cette personne, sur des critères objectifs et transparents, est la mieux placée pour occuper le poste en question. Bien faire un PV de recrutement, même si vous êtes sur de la publicité restreinte. Ok, juste une réponse de Madame Remy par rapport à ton intervention. Elle nous dit que pour un remplacement, c'est impossible d'attendre 1 mois, par exemple dans les EHPAD ou les écoles. Alors après, au niveau si vous êtes par exemple sur du remplacement temporaire sur un emploi permanent, si vous êtes dans le délai d'1 mois, c'est sauf urgence. Si vous avez une urgence pour les nécessités du service, vous ne pouvez pas attendre 1 mois. Emploi territorial ne vous bloquera pas et en cas d'urgence, vous pouvez passer outre le délai d'1 mois. Mais c'est vraiment en cas d'urgence. Le délai minimal dans les cas ordinaires, c'est 1 mois. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas plus de questions à ce sujet, donc je te remercie pour ton atelier et on va passer au tout dernier atelier donc de David Lambolèze qui va nous parler des enjeux de la mobilité. C'est à toi le micro. Alors, la mobilité, un vaste sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est la mobilité? La mobilité, pour faire très simple, ça peut être évident, mais malheureusement, vous verrez qu'il y a des complications, il y a des freins justement à la mobilité. Mais la mobilité en soi, c'est le changement de poste dans une collectivité ou c'est le changement de collectivité. C'est pour ça qu'on parle de mobilité interne pour un changement de poste au sein d'un même employeur. Là, on voit déjà tout de suite que dans une grosse collectivité, ça sera beaucoup plus simple, puisque dans une petite collectivité, vous avez une secrétaire de mairie et peut-être un agent technique. Changer de poste, ça pourrait être un peu compliqué. Ensuite, vous avez la mobilité externe, où là, l'agent va carrément changer d'employeur. Donc, on va passer d'une collectivité A à une collectivité B. Ensuite, on a une distinction qui est très importante et vous verrez qui entraîne beaucoup d'implications aussi. C'est la mobilité choisie versus la mobilité subie. Pourquoi? La mobilité choisie, qu'est-ce que c'est? C'est quand un agent, pour faire simple, choisit de changer de poste ou d'employeur sans que des contraintes l'obligent à le faire. Typiquement, c'est l'agent qui exerce depuis 15-20 ans dans ses missions, qui arrive au bout, qui sent qu'il a fait le tour de son poste et qui veut du changement.
on est typiquement là dans le cadre d'une mobilité choisie. À l'inverse, on a aussi la possibilité que l'agent soit amené à changer de poste ou d'employeur sans qu'il le soit volontaire en fait. Et là, on parlera de mobilité subie, c'est-à-dire que quand l'agent il est contraint à changer de poste ou d'employeur. Deux exemples. Le premier, malheureusement assez fréquent, c'est l'inaptitude à un poste ou au grade. Bon là, on l'imagine et on le comprend assez bien. C'est le médecin du travail qui estime que l'agent ne peut plus exercer son poste parce que il a des problèmes médicaux qui font que ce n'est plus possible. Là, l'agent n'aura pas le choix. Il devra changer de poste. Il devra changer de grade aussi si l'inaptitude est totale en fait à son grade. On a aussi un deuxième cas de figure qui est heureusement moins rare, plus rare plutôt, c'est les cas des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, où là c'est le cas où l'emploi du fonctionnaire va être supprimé dans sa collectivité. Donc là, on a un agent qui n'aura pas forcément envie de changer d'emploi, mais son emploi disparaîtra, donc il devra changer à minima voilà, d'emploi. Il pourra aussi retrouver son emploi chez un autre employeur. Pourquoi aujourd'hui on favorise la mobilité et pourquoi on en parle autant? Parce que c'est un sujet qui est finalement assez récent et pour lequel on parle de plus en plus. Le législateur met en œuvre de plus en plus de réformes pour accroître la mobilité, pour la favoriser. En fait, il y a des raisons assez concrètes et que je vais vous exposer. L'intérêt de la mobilité, on peut le comprendre à la fois du point de vue de la collectivité, de l'employeur, mais aussi on peut aussi le comprendre du point de vue de l'agent, même si les deux points de vue finalement peuvent parfois se rejoindre. Pour l'employeur, pour la collectivité, pourquoi favoriser la mobilité? Tout d'abord, la mobilité, ça permet de faire face à un contexte évolutif, de faire face à la transition numérique et à la transformation des métiers et des services. Là, l'image d'Épinal qu'on pourrait donner, c'est le cas d'un de quelqu'un qui va être guichetier, qui va être devant un guichet. Hier, il y avait forcément une personne, en échange d'un billet, la personne délivrait un ticket. Aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'une personne, une simple machine en fait peut délivrer le ticket en échange d'argent. Et demain, peut-être que ce poste de guichet disparaîtra complètement. Donc la personne qui exerçait ce métier va devoir s'adapter pour trouver un nouvel emploi, pour rester en emploi en fait tout simplement. Donc la mobilité, elle est vraiment importante pour les employeurs pour justement faire face à cette transformation des métiers qui va avec la transformation des technologies. La mobilité, elle est aussi importante pour les employeurs, puisque la pyramide des âges fait que malheureusement, tout le monde ne peut pas faire tous les métiers à tout âge. On a par exemple le cas assez fréquent des ATSEM qui, comme vous le savez, est un métier qui est malheureusement assez physique. Et donc, on se rend compte que malheureusement, au bout de 20 ans, 30 ans de carrière, elles ont souvent des problèmes de santé qui font qu'elles ne peuvent plus faire leur métier. D'où la nécessité de les muter, de faire en sorte qu'elles retrouvent un nouvel emploi, soit dans le même secteur, hein, de la petite enfance, soit carrément en changeant de secteur. On voit bien là qu'on a tout intérêt à favoriser la mobilité pour qu'on n'en arrive pas à la situation de l'inaptitude, mais au contraire pour que la personne puisse être dans une démarche de mobilité avant qu'elle finalement qu'elle se retrouve avec une épée de Damoclès et qu'elle doive le faire sans comment dire sans le choisir en fait. C'est le choix qui est assez important. Pour les agents, la mobilité c'est aussi quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui plus que jamais. Déjà parce que on est entré dans une phase depuis un petit moment maintenant, mais où tout le monde ne reste pas chez les mêmes employeurs toute sa vie. Fut un temps, on pouvait entrer en collectivité ou dans une entreprise et on y restait toute sa vie si tout allait bien. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et aujourd'hui, quelqu'un qui rentre sur le marché du travail sera amené à changer d'employeur, de métier et cela de multiples reprises tout au long de sa carrière. Donc la mobilité, ça permet aussi de favoriser l'employabilité de la personne. Pourquoi? Parce que changer de métier, ça veut dire acquérir de nouvelles compétences, ça veut dire s'adapter, se reformer et in fine, se maintenir en situation d'employabilité. Et ça, c'est quand même extrêmement important pour ne pas se retrouver dans une situation où les compétences de la personne ne sont plus en phase avec le métier tel qu'il existe aujourd'hui.
Et enfin, pour les agents, la mobilité, ça permet de lutter contre un phénomène d'usure professionnelle. Phénomène d'usure professionnelle qui peut arriver en général ou plutôt vers la fin de carrière, mais qui peut arriver aussi en tout début de carrière. Et il est important que les agents puissent s'inscrire dans une vraie démarche de mobilité pour justement ne pas atteindre cette phase d'usure professionnelle qui va se solder par de l'absentéisme, qui va se solder par des arrêts répétitions et à terme peut-être une inaptitude. On est vraiment là sur quelque chose on est dans la prévention en fait. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. La mobilité, elle peut être choisie, et c'est beaucoup mieux quand elle est choisie, puisque ça va être beaucoup plus simple à l'agent de d'avancer, de trouver un autre emploi quand c'est choisi. Quand c'est subi, euh, on verra tout à l'heure que malheureusement, quand on est subi, il y a des phénomènes de deuil professionnel qui rentrent en compte. Il y a des phénomènes malheureusement d'âge avancé qui fait que c'est plus compliqué pour une personne de se remobiliser dans un métier complètement différent. Donc il faut vraiment inviter les agents à comment dire à se poser ce genre de questions. Il ne faut pas attendre que de se retrouver inapte pour se dire mince, il faut que je change de travail. Souvent, il faut changer avant d'arriver à cette situation d'inaptitude qui est dramatique pour les agents et très embêtante aussi pour les collectivités, puisqu'on arrive, comme je vous l'ai dit, à des organisations des services finalement. Voilà. Et en raison de ces enjeux, le législateur, il est en train aujourd'hui de consacrer ce qu'on pourrait appeler un droit à la mobilité. Ça aussi, c'est quelque chose de très récent, puisqu'avant, on parlait pas forcément de mobilité, mais surtout pas de droit à la mobilité. Aujourd'hui, on a le législateur qui, en 2017, donc c'est vraiment très récent, c'est il y a 3 ans, 4 ans maintenant, qui précisait que l'agent peut bénéficier à sa demande d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel. Cet accompagnement est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion. Et 2 ans plus tard, en 2019, donc, la loi de transformation de la fonction publique vient entériner ce droit à la mobilité, puisque la loi précise que tout fonctionnaire peut bénéficier à sa demande d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel. Encore une fois, la logique dans tout ça, c'est vraiment d'anticiper des situations d'inaptitude, des situations d'usure professionnelle, et que l'agent puisse vraiment, en amont des problèmes qui peuvent arriver, puisse être entrer en mobilité, entrer en tout cas dans une démarche de mobilité et être aidé, parce qu'on verra par la suite que la mobilité, c'est un beau projet, mais ça demande de l'aide malheureusement. Ça demande de l'aide à plusieurs niveaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de freins à la mobilité. Les freins, les agents vont rencontrer directement, mais les collectivités aussi. Pour les agents, les freins, ça sera tout d'abord des freins psychologiques. Je vous parlais tout à l'heure du deuil professionnel, mais c'est quelque chose qu'on rencontre malheureusement assez fréquemment lorsqu'on a une inaptitude totale. On a une personne, par exemple, qui a travaillé toute sa carrière dans les espaces verts, qui aime travailler dehors, qui aime la liberté que ça lui procure, qui aime travailler de ses mains et qui malheureusement ne peut plus le faire puisque le accident du travail, maladie professionnelle, peu importe, le médecin du travail lui dit que non, ça va plus être possible. Donc là, on va entrer dans une phase de déni pour la personne, puis d'acceptabilité, hein, et ça va prendre un temps. Et pour que la personne puisse retrouver un nouvel emploi, il va falloir l'aider parce que ça va pas se faire malheureusement tout seul. Ça va pas se faire tout seul du tout, et la personne va avoir besoin d'être conseillée à construire un projet et à le mettre en œuvre. Et ça, pour ça, malheureusement, elle ne peut pas forcément le faire seule puisqu'elle n'est pas armée en soi à le faire. Donc ça, c'est un frein psychologique qui est assez problématique quand on le rencontre. On a aussi des freins plus classiques, hein, la peur du changement, la peur de l'inconnu, parce qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Ça, c'est humain, c'est extrêmement classique. Et effectivement, la mobilité, c'est aussi un risque. Peu importe la situation qu'on quitte, c'est un risque qu'on ne connaît pas, la structure dans laquelle on va travailler si on change d'employeur. On ne connaît pas forcément son nouvel emploi, on ne sait pas si on sera compétent, on ne sait pas si on va être apprécié, on ne sait pas si ça va fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? C'est des mécanismes de peur qui rendent forcément compte et qui vous freinent très fortement la mobilité. Parce que c'est des choix de vie finalement qui impactent directement la vie de la personne, sa vie de famille, son niveau de vie. Et d'où l'intérêt d'accompagner vraiment les agents pour pas forcément enlever toutes les épines d'un projet, parce que malheureusement, un projet, il y a une part il y a une part d'aléatoire, il y a une part de hasard qui va faire que ça va marcher ou pas, mais il faut faire en sorte, en tout cas, de tout mettre en œuvre pour que le projet ait
maximum de chances possibles d'aboutir. Et c'est aussi en ça que c'est important d'aider les agents. Deuxième frein qui est pas moindre, c'est le frein financier, puisque qui dit mobilité dit potentiellement formation. La formation elle peut être courte, mais elle peut être aussi longue. Et dans ce cas, comment on vit? C'est très simple. Comment est-ce qu'on vit quand on a un salaire, qu'on a une formation, qu'on forcément on n'est pas forcément rémunéré pendant cette formation, donc on a comme un loyer à payer, on a un crédit. Comment on fait? Ça, c'est des vraies questions qui se posent et il faut aider les personnes à trouver des réponses à ces questions. Donc voilà, ça c'est des freins financiers qui peuvent aussi être liés tout simplement à de l'organisation de la vie courante. Hein. Je pense à une personne qui travaille à 5 minutes de chez elle, elle a des enfants, c'est super, elle peut aller les chercher à midi pour euh, pour que les enfants mangent chez elle, elle peut les rechercher le soir après l'école, et cette personne, elle a une super formation avec un métier qui lui plaît vraiment, mais le problème, c'est que la formation, le lieu de formation est à 200 km de son domicile. Donc là, 200 km, il faut s'organiser, encore une fois il faut aider encore une fois la personne à s'organiser. Et ça, c'est encore une fois un frein puisque la personne va se dire mais moi je ne pourrais pas, donc je préfère rester dans ma situation que m'engager dans quelque chose où ça va mettre en péril ma vie en fait en quelque sorte. On a aussi des freins plus managériaux où là c'est un manque d'informations sur les formations qui existent, voire peut-être même une absence de politique de formation ou une politique des ressources humaines qui n'est pas propice à la mobilité volontaire qu'on peut rencontrer parfois. On a enfin des fins structurelles qui sont plus liées pour le coup à la taille des collectivités. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile d'être mobile dans une CAE avec un grand nombre d'agents que dans une toute petite collectivité où malheureusement les opportunités seront de manière très logique beaucoup plus faibles, voire inexistantes. Et enfin, pour terminer avec les freins qui concernent les agents, mais qui sont aussi importants, c'est des freins à la concrétisation d'un projet professionnel. Parce que c'est très bien d'avoir un projet, mais faut-il encore, une fois qu'on a ce projet, de le mettre en œuvre. Et pour mettre ce projet en œuvre, ça veut dire refaire un CV, ça veut dire postuler, ça veut dire passer les entretiens d'embauche. Et quand on n'a pas fait ce genre d'exercice depuis 20 ans, ça fait peur. Ça fait peur, c'est compliqué. Et encore une fois, ça suppose de l'aide pour que ça puisse aboutir. Voilà, donc ça, c'est vraiment des freins très très concrets qui freinent beaucoup les agents dans la mobilité en fait. On a aussi des freins pour les collectivités. Le premier, évidemment, c'est la culture au sein de la fonction publique et donc la fonction publique territoriale notamment, qui n'est pas propice à la mobilité, même si encore une fois, c'est en train de changer, notamment par le législateur qui pousse vraiment à la mobilité. Mais c'est quand même une culture qu'on ressent tous malheureusement encore aujourd'hui. On a aussi un deuxième frein qui est un frein plus financier, entre guillemets, c'est le coût perçu de l'accompagnement à la mobilité. Puisqu'on se dit que un agent qui va partir en formation, c'est quelqu'un qu'il va falloir remplacer. C'est vrai. C'est peut-être quelqu'un qui après va partir. C'est vrai. Mais laisser une personne dans une situation d'usure professionnelle, ça peut aboutir aussi à un absentéisme très conséquent, à des maladies professionnelles, à des arrêts de travail à répétition, à une très forte désorganisation des services et in fine, le coût, il est peut-être beaucoup plus intéressant d'aider une personne à se réorienter pour éviter qu'elle se retrouve dans une situation d'inaptitude, d'usure professionnelle, plutôt que d'attendre vraiment que la personne soit dans l'impasse. Et là, de toute façon, on va avoir des problèmes très concrets. Ça, c'est quelque chose qui est pas facile non plus à faire comprendre, parce que c'est encore une fois une question de culture d'entreprise et de travail. Enfin, on a aussi la problématique de la connaissance de la réglementation, puisque le statut, il a des outils, et ça je vous en parlerai brièvement plus tard, mais le statut permet des outils pour favoriser la mobilité. Faut-il encore les connaître? Ne pas les connaître entraîne une conséquence très simple, c'est qu'on ne va pas y recourir. Donc, on ne va pas conseiller les agents à les utiliser, et donc les agents ne vont pas pouvoir entrer dans une démarche de mobilité, sauf qu'ils seront au pied du mur, encore une fois. Et enfin, on a un contexte économique et politique où la mobilité dépend du marché de l'emploi, concrètement, de la taille des collectivités, des moyens alloués au recrutement, et de l'aide qu'on peut apporter aux agents, du temps qu'on peut lui accorder pour justement être mobile. Donc, ce qu'on peut constater quand même là, c'est qu'on a des freins qui sont très importants, à la fois pour les agents et les collectivités, mais qu'il faut absolument parvenir à dépasser. Parce qu'il y a des vrais enjeux derrière et c'est une logique de gagnant-gagnant à l'arrivée.
Alors que un agent qui va rester en poste et qui sera pas bien, à l'arrivée, ça sera du perdant-perdant. Donc c'est vraiment pas intéressant, ni pour l'employeur, ni pour lui. Voilà. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de vous parler un petit peu des ressources justement au service de la mobilité, c'est-à-dire des outils qu'on peut mettre en œuvre pour favoriser cette mobilité. On a tout d'abord des ressources internes qui vont varier, encore une fois, en fonction de la taille et de l'organisation de la collectivité, c'est évident, mais ça peut être aussi en fonction de la sensibilisation et de la formation des managers et des projets politiques en matière de ressources humaines. On a 3 outils principaux en ressources internes. On a la fiche de poste qui a vocation à mettre en lumière les objectifs, les moyens, les caractéristiques du travail à réaliser, les compétences attendues et qui, in fine, permet d'évaluer l'agent et donc de valoriser son parcours professionnel lors notamment de l'entretien professionnel, qui a pour objectif donc de faire un bilan de l'agent de l'année qui est écoulée et donc de détecter à ce moment-là les besoins de formation et peut-être, et pourquoi pas, les besoins d'évolution. Et là, on commence à entrer dans les prémices d'une démarche de mobilité à ce moment précis. Enfin, on a le plan de formation qui est mis en œuvre dans les collectivités et qui a pour objet de faire en sorte que les employeurs fassent en sorte que leurs agents soient toujours en adéquation avec les missions, ont toujours les compétences pour réaliser les missions qu'on va leur confier. Voilà, donc ça c'est aussi un moyen de favoriser la mobilité des agents, c'est de faire en sorte qu'ils soient toujours au niveau. Enfin, on a des ressources externes. Je vais vous en présenter une principalement, puisque c'est quelque chose qui est assez nouveau dans la fonction publique territoriale, qui est même très nouveau. C'est le conseil en évolution professionnelle. Je fais un lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le cadre réglementaire, donc avec l'ordonnance de 2017 et la loi de transformation publique de 2019. Là, c'est vraiment issu de ça, hein. On est vraiment, c'est l'enfance, si on veut, de cette législation. C'est la possibilité pour les agents de bénéficier d'un bilan professionnel ou d'un bilan de compétences ou d'un conseil en évolution professionnelle. Peu importe la façon dont on dénomine la chose, l'objectif dans tous les cas, ça sera le même. Ça sera de permettre à un bénéficiaire d'analyser ses compétences professionnelles, personnelles, ses aptitudes, mais aussi ses motivations afin d'aboutir à un projet professionnel. Voilà. Ça, peu importe qu'on parle de bilan, de conseil en évolution professionnelle, l'objectif, c'est d'aboutir à un projet professionnel. Mais le projet, c'est pas forcément de changer d'emploi ni même d'employeur. Ça peut être aussi de se rendre compte que finalement le poste qu'on occupe nous convient. C'est seulement l'environnement dans lequel on l'exerce qui ne convient pas forcément. Des fois, il n'y a pas forcément de vrais changements en profondeur à l'issue, mais parfois c'est simplement un constat que finalement le poste qu'on occupe peut être finalement satisfaisant. Voilà. Il faut aussi avoir cette idée en tête. C'est important. Parce que qui dit bilan professionnel dit souvent projet professionnel, dit nouveauté, changement. Pas nécessairement. Dans tous les cas, le bilan professionnel, il comporte plusieurs étapes qui permettent justement d'aboutir à ce fameux projet. C'est tout d'abord l'analyse du parcours professionnel, des motivations, des compétences. Ça prend l'objet de plusieurs entretiens avec un conseiller en évolution professionnelle et tout ça, ça a pour objectif de faire émerger, s'il n'existe pas déjà, un projet professionnel. Et là, le rôle du conseiller en évolution professionnelle, ça va être de challenger la personne, de challenger son projet, de mettre en lumière tous les points qu'elle n'aura pas vus ou qu'elle ne voudra pas voir. Encore une fois, ça peut être des choses extrêmement pratiques. La formation, il y a une formation, elle coûte 20 000 euros. Qui la finance? Est-ce que c'est vous qui la financez avec vos deniers propres? Est-ce que vous pouvez vous faire financer? C'est des questions extrêmement importantes. Ça peut être aussi des questions d'organisation. Encore une fois, la personne qui a comment dire, qui a des enfants, qui ne peut pas ne pas s'organiser, pas forcément pour aller les chercher à l'école, il va falloir trouver une solution. Est-ce qu'elle devra les garder? Mais par qui dans ce cas? Par une nounou? Il faut vraiment mettre en lumière tous les points pour que à l'arrivée, la personne ait une vue d'ensemble et voit les avantages de son projet, mais voit aussi tous les inconvénients qu'il va falloir surmonter. Et ça, il est important d'aider la personne à mettre vraiment en lumière ses inconvénients, notamment pour les personnes qui arrivent avec un projet déjà plus ou moins bien abouti. Et le but, ça va vraiment être de les conforter ou pas, mais en tout cas de les aider à réfléchir sur la faisabilité du projet, en fait. Et enfin, une fois que le projet il sera conçu, qu'il sera
on aura vu avec l'agent, on aura fait en sorte qu'il soit réalisable. On va ensuite pouvoir l'aider à justement refaire un CV, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, à écrire une lettre de motivation, à se présenter à des entretiens d'embauche. Voilà, des choses qui sont très importantes une fois que la personne aura, mobilisé, aura mis en œuvre son projet. Il faudra ensuite rechercher du travail. Et là, c'est aussi quelque chose sur lequel le conseiller en évolution professionnelle va aider. Il va aider la personne à retrouver un emploi. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Sachant aussi, et là je reviens un petit peu à la mobilité subie / choisie du début, on se rend compte ici que la mobilité, que quand on est face à quelqu'un qui a une mobilité choisie, donc par exemple qui est inapte, l'objectif ça va pas être forcément à l'issue de ce bilan professionnel qu'elle trouve un métier pour lui permettre de se réaliser, de s'épanouir, parce que malheureusement ça sera plus forcément possible parfois. C'est notamment le cas d'une personne qui a toujours travaillé en plein air et qui ne pourra plus. On va aboutir à une impasse. Là, l'objectif, ça va être de trouver vraiment la moins mauvaise solution possible pour que l'agent puisse continuer à travailler. Et à l'inverse, quand on a une personne qui a fait le tour de son poste et qui est dans une démarche de mobilité choisie, pour le coup, on va là au contraire avoir beaucoup plus de latitude et on va chercher à déterminer le projet qui sera le plus cohérent, le meilleur projet au regard de tout le parcours de l'agent, de toutes ses motivations, de toutes ses compétences, de toutes ses contraintes de formation qui peuvent se présenter, ainsi que des contraintes liées au marché de l'emploi, hein, évidemment. Quelqu'un qui veut faire un métier de quelque chose d'extrêmement qui veut être souffleur de verre par exemple, ça peut être un très beau métier. Dans les faits, les offres d'emploi elles sont malheureusement pas conséquentes. Donc est-ce que c'est un projet intéressant? Oui, c'est intéressant. Est-ce que c'est réalisable? Non. Donc est-ce que ça vaut le coup de s'engager dans ce projet? Non. Et ça va être aussi le rôle du conseiller en évolution professionnelle, de faire en sorte que l'agent ne s'engouffre pas dans des projets qui n'ont aucun avenir en fait. Et c'est ça qui est vraiment aussi important. Et c'est tout l'intérêt de cet outil, hein, qu'on va mettre prochainement en place au centre de gestion. On est en train de travailler dessus, on est en train de se former, voilà, à mettre en place justement cet outil. Et ça permettra donc, je l'espère en tout cas, d'aider vraiment des personnes à la fois anticiper des situations d'inaptitude, mais aussi à aider des personnes qui se retrouvent pour le coup dans une impasse à s'en sortir et à se reconvertir. Voilà. Deuxième outil que j'évoque brièvement, mais que je ne vais pas développer, c'est la formation, puisque qui dit changement d'emploi dit bien souvent besoin de développer de nouvelles compétences. Et pour développer de nouvelles compétences, il y a une chose qui est fondamentale, c'est la formation. La formation, elle permettra d'apporter des connaissances qui, par la mise en pratique, permettra de développer ses compétences. Mais sans nouvelles connaissances, on n'arrivera pas à des nouvelles compétences, malheureusement. Donc, pour se former, il y a notamment le compte personnel de formation qu'il est possible pour un agent de mobiliser. On a aussi le congé de formation professionnelle. Et enfin, à la toute fin, une fois que l'agent aura finalisé son projet, se sera formé, le statut lui permettra de le mettre de le mettre en exercice. L'agent pourrait être mis à disposition, pourquoi pas, d'une autre collectivité, il pourra être détaché dans une autre fonction publique, pourquoi pas, il pourra tout simplement bénéficier d'une mutation. Et enfin, si l'agent a pour projet, et c'est possible, et c'est pas quelque chose forcément de négatif, mais de quitter la fonction publique pour, par exemple, rejoindre le privé ou ouvrir son entreprise, pourra alors bénéficier de la disponibilité qui offrira une bouée de sauvetage comme assez intéressante, voire carrément la démission si le projet est vraiment acté et définitif. Voilà. Merci beaucoup, David. Alors, c'est parti pour les questions. Il y a tout d'abord une question de Madame Lambert. Quel est le protocole à suivre pour une mobilité en interne? Est-ce qu'il y a un courrier de l'agent à faire, une visite médicale? Alors, ça va vraiment dépendre de est-ce que la mobilité va être choisie. Et là, le souhait de mobilité pourra apparaître soit à l'issue d'une conversation avec un responsable, soit de manière plus officielle à l'entretien annuel. Et dans ce cas, il n'y aura pas de formalisme, de protocole particulier à mettre en œuvre. En revanche, la mobilité, comme on l'a vu, elle peut aussi être subie. Et là, on va entrer dans des cas d'inaptitude ou de fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Et effectivement, dans un cas comme dans l'autre, il y a des protocoles, il y a un cadre réglementaire qui va s'appliquer. Effectivement.
ce qu'on appelle un FMPE, hein, donc le fonctionnaire momentanément privé d'emploi. Il va entrer dans une période de surnombre pendant 1 an, puis ensuite il va être pris en charge s'il n'a pas pu être reclassé dans la collectivité. Il va être pris en charge par le centre de gestion ou par le CNFPT en fonction de si c'est une catégorie A, B ou C. Et ensuite, c'est le centre de gestion ou le CNFPT qui va devenir l'employeur de cet agent. Et en cas d'inaptitude, effectivement, la collectivité aura donc l'obligation de reclasser l'agent. Elle pourra faire notamment appel au centre de gestion pour que nous puissions aider par l'intermédiaire notamment de ce bilan professionnel, mais pas que. On pourra aussi tout simplement transmettre les offres d'emploi à la personne pour qu'elle puisse postuler. Il y a aussi l'hypothèse de la PPR qui, dans le cadre de l'inaptitude à tous les postes, à un grade, qui offre une position statutaire à un agent lui permettant de se former tout en n'étant pas en état de travailler. Voilà. Donc effectivement, il y a des protocoles, il y a des cadres réglementaires qui vont s'appliquer lorsque la mobilité va être subie. En revanche, si elle est simplement choisie, ça va. Cette volonté pourra émerger vraiment dans de discussions ou alors de manière plus formelle dans un entretien annuel. Mais sinon, il n'y a pas de protocole particulier à mettre en œuvre. Juste en complément de ce que tu dis, David, on reviendra rapidement vers vous parce que on est sur la création d'un service. On est David et Aurélie Vitry qui vont exercer ces missions sont encore en cours de formation. Et donc, on est en train de construire justement tout le dispositif de sollicitation donc de ce droit, qui est un droit de l'agent, mais en même temps, l'agent, il s'insère dans un cadre, dans une collectivité. Donc, à voir comment l'agent va pouvoir déclencher un service tout en faisant les choses de manière le plus transparent possible et qu'on ne se retrouve pas, nous, au centre de gestion aussi, en porte-à-faux, ce qui serait regrettable. Donc, c'est des choses qui sont encore en cours de réflexion. On revient vers vous dès que le service sera prêt. On vous donnera toutes les formalités à accomplir pour solliciter le service ou pour que les agents puissent faire valoir ce droit.